Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation. On est très heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous pro de rentrée sur le sujet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et donc webinaire qu'on co-anime avec la région Grand Est. Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien, pour au moins deux raisons, puisqu'on le sait déjà, malheureusement, chacun de nous, tous les publics, tous les environnements, tous les milieux peuvent potentiellement être touchés par cette problématique. Ça va de la sphère publique à la sphère privée, ça peut toucher les établissements scolaires, les entreprises et j'en passe. Et puis également parce que ce sujet sera mis à l'honneur, puisque le 25 novembre, ce sera la journée internationale de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Alors, au niveau national, comment ça se passe, cette action? Je dirais qu'elle est encadrée, ou en tout cas, elle a été renforcée par la loi Schiappa, donc la loi du 3 août 2018, qui, de façon très brève, comprend 4 axes, 4 points majeurs. Et tout d'abord, donc cette loi Schiappa, elle a étendu le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs, donc délai qui a été porté à 30 ans au lieu de 20 jusqu'alors. Renforcement du code pénal pour réprimer les infractions sexuelles sur les mineurs, création également d'une contravention pour réprimer donc le harcèlement dit de rue, et puis enfin l'élargissement de la définition du harcèlement en ligne. Ça, c'était le national. Et vous allez voir que du côté régional, départemental, local, je dirais qu'on n'est pas en reste parce qu'il y a quantité de réseaux d'acteurs qui œuvrent au quotidien pour mettre en place des outils, des dispositifs, de belles initiatives au service soit du grand public, soit en direction des professionnels. Mais malheureusement, ces outils, effectivement, ne sont pas encore suffisamment connus ou peut-être pas encore suffisamment utilisés par les uns et les autres, et notamment peut-être aussi par nous, les professionnels de l'information, professionnels de la jeunesse, de l'éducation, et au service des jeunes pour les protéger au mieux. Alors, pour ce faire, pour qu'on connaisse tous ces outils, ces dispositifs et qu'on puisse agir, nous aussi, au quotidien, vous allez voir, on vous a concocté un beau webinaire, avec un menu très copieux, puisqu'il y aura ce matin 5 intervenants que je vais donc citer. L'intervention tout d'abord de Sylvie Vigour-Houdard, qui est psychologue au CRIAVS. Je vais laisser le soin à Madame Vigour-Houdard de développer son acronyme, CRIAVS de Champagne-Ardenne, qui va nous camper un petit peu le sujet et la problématique. Et puis ensuite, on aura l'intervention de Céline Gagnard du département de la Marne. Ensuite, nous laisserons la parole à Hélène Champenois du CIDFF Grand Est. Et puis, on aura ensuite Julie-Marie Duverger de la région Grand Est qui nous présentera un certain nombre d'outils, dont notamment, je crois, le violentomètre et qui a été initié par des jeunes. Et pour terminer, par l'intervention de Claire Ménard d'Adozen qui nous parlera de son association et des outils qu'elle a pu développer et qui nous permettent d'agir au quotidien. Voilà, donc un beau programme, je crois un timing assez serré, parce que tout ça en 1 heure. Donc, sans tarder, je vais laisser maintenant la parole à Virginie Devlotte, qui est chef du pôle parcours professionnel à la région Grand Est. Virginie, je te laisse. Merci Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Alors nous aussi, avec mes collègues de la région, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier rendez-vous pro de rentrée que nous organisons avec l'équipe du CRIJ Grand Est. Vous êtes nombreux ce matin à être connectés. Plus d'une centaine ou 100 tout juste, m'a-t-on précisé avant que nous montions sur scène. Donc bienvenue à vous tous. Mes remerciements également aux intervenants qui se mobilisent à nos côtés pour faire de ce rendez-vous un rendez-vous pro de qualité. Je ne vais pas revenir sur le programme de ce matin. Isabelle Lovato vous l'a bien précisé, mais effectivement, nous avons à cœur que vous puissiez retrouver une information la plus exhaustive possible sur les réseaux et les structures référents sur le sujet qui nous intéresse ce matin, mais aussi des outils pour agir, des formations qui sont aussi à votre disposition pour mieux appréhender le sujet ainsi que les situations rencontrées. Sachez aussi que la région
agit contre les violences faites aux femmes. Et c'est notre collègue Julie-Marie Duverger qui vous présentera les quelques actions fortes de la région dans ce domaine. Et je l'en remercie par avance. Bon webinaire à toutes et à tous et qu'il vous soit profitable. Bonjour, merci pour cette ouverture. Donc, je suis Gladys Joanneau, je travaille au CRIJ Info Jeunes Grand Est. Donc, je serai votre animatrice sur ce webinaire. Pour commencer, donc je voudrais vous donner quelques petites règles puisque on ne pourra pas vous donner directement la parole sur ce webinaire, mais c'est important pour nous que nous puissions interagir avec vous. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser l'onglet chat pour faire des commentaires et utiliser l'onglet questions pour poser toutes les questions qui seront reprises à chaque fin d'intervention. Maintenant que les présentations sont faites et que les règles sont données, je vous propose de commencer tout de suite par un petit quiz et donc je vous donne rendez-vous dans l'onglet sondage où vous aurez une première question. Quel pourcentage de jeunes de 16 à 20 ans ont déjà subi des violences, donc qu'elles soient sexistes, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, viol, diffusion de photos intimes sans accord, etc., de la part d'autres jeunes avant l'âge de 20 ans? Vous avez 3 réponses qui vous sont proposées, donc 12%, 24% ou 37%. Donc, je vous laisse y répondre en direct. Et vous êtes en majorité à 60%. Vous avez répondu 37% de jeunes et c'est la bonne réponse. Donc, il y a effectivement 37% de jeunes de moins de 20 ans qui ont subi une violence avérée avant cet âge-là, donc 55% de femmes et 20% d'hommes. Deuxième petite question, donc sur ce pourcentage de jeunes ayant subi des violences sexuelles de la part d'autres jeunes, combien de jeunes en ont parlé et se sont sentis soutenus? Vous avez là 4 réponses qui vous sont proposées, donc 29% de jeunes, 43% de jeunes, 57% de jeunes ou 65% de jeunes. Et vous répondez en majorité 29% à 90% presque. Et donc, les chiffres montrent que ça reste un sujet tabou, puisqu'en fait, ils sont 57 déclarent une absence de parole ou de soutien, dont 43% disent s'être sentis soutenus, 31% n'en ont pas parlé, et 26% en ont parlé mais ne se sont pas sentis soutenus. Donc on voit vraiment que le sujet des violences sexistes et sexuelles mérite que nous, professionnels, nous soyons informés, bien informés sur ce sujet, mais également outillés, et c'est vraiment notre objectif ce matin, c'est de vous faire découvrir donc des réseaux, des professionnels qui accompagnent sur ce sujet et quelques outils. Donc, sans plus tarder, et afin que la thématique des violences sexistes et sexuelles puisse être correctement définie et que nous en comprenions bien le sens et les mécanismes, je donne la parole à Sylvie Vigouroudard, qui est docteure en psychologie et qui va introduire le sujet. Merci. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je tenais à remercier tout l'ensemble de l'équipe pour cette invitation, parce que j'estime que partager nos connaissances, c'est continuer à avancer. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la violence sexiste à la violence sexuelle. Donc, qui suis-je? Sylvie Vigouroudard, donc je suis docteur en psychologie, je suis psychologue clinicienne spécialisée en criminologie et psychothérapeute, expert près la cour d'appel de Reims et responsable du centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles de Champagne-Ardenne, le CRIAVSCA. Fin 2008, j'ai été désignée, puisque personne ne voulait le faire, rédactrice du projet de l'unité fonctionnelle CRIAVSCA, alors que j'étais en poste au sein du service médico-psychologique régional, c'est-à-dire le service de psychiatrie implanté à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Ouverture du centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles le 1er septembre 2009. Donc la création des CRIAVS a été une préconisation émise lors de la conférence de consensus qui a eu lieu en 2002 à Paris et qui portait sur les auteurs d'agressions sexuelles.
un an après, il y a eu la conférence de consensus portant sur les victimes d'auteurs de violences sexuelles. Donc, à destination des intervenants étant dépourvus de lieux de rencontre, de soutien, de documentation et de formation, entre autres. Quels sont, alors, il faut que j'active ça, voilà, quelles sont les missions? Alors, on a 6 missions dédiées au CRIAVS. Donc, la prévention, qui est la première des missions, qui est la mission principe, c'est la mission transversale à toutes les autres missions. Alors, je vais vous décliner sur le plan national. On a mis en place un numéro, STOP, service téléphonique d'orientation et de prévention à destination des personnes attirées sexuellement par les enfants. Donc, ces personnes peuvent appeler, nous pouvons les orienter vers les soins aux besoins s'ils en sont demandeurs. Sur le plan régional, nous avons mis une action formation qui s'appelle Les mots étaient des loups, avec l'aide de 2 comédiennes qui ont créé un spectacle. Et c'est un spectacle de lutte contre la pédocriminalité qui se déroule en 3 temps. Le temps du spectateur, le temps du citoyen et le temps du professionnel. Sur le plan départemental, nous avons mis en place, nous co-animons, sur invitation de l'aide sociale à l'enfance, un échéancier qui a pour but d'étudier chaque mois des situations complexes d'enfants victimes de violences sexuelles, s'exposant soit à une survictimisation sexuelle et ou actant des violences sexuelles sur leur père. Voilà pour la prévention. Nous avons une deuxième mission qui est la formation. Donc, nous proposons des formations sur le site de l'établissement public de santé mentale de la Marne. Nous proposons 2 thématiques sur l'année que nous déployons entre 8 à 10 fois. Cette année, ce sont les auteurs de violences sexuelles anciennes victimes au cours de leur enfance. Et la deuxième thématique, la cybercriminalité, la cyberpédocriminalité sexuelle. Et puis, nous faisons aussi des formations sur site partenaire, c'est-à-dire des formations à la carte en fonction de la problématique existante au sein d'une institution. Une autre mission, soutien et recours, là, nous accompagnons nos partenaires, tous champs confondus, santé, justice, éducation, médico-sociale, dans leur suivi ou leur prise en charge, tant de victimes de violences sexuelles que d'auteurs de violences sexuelles. Vous l'aurez bien compris, même si dans l'acronyme CRIAVSCA, c'est auteur de violences sexuelles, il ne peut pas y avoir d'auteur sans qu'il y ait de victimes. Donc, immanquablement, nous nous penchons sur les 2 versants de la problématique des violences sexuelles. Autre mission, l'articulation santé-justice. Donc là, c'est toute l'analyse des pratiques professionnelles concernant notamment les services les SPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui ont la charge de suivre et d'encadrer les soins pénalement ordonnés. L'autre mission, la documentation, là, ça consiste en la collecte et la mise à disposition à nos partenaires de toute la documentation scientifique ou non, sous toutes ses formes et sur tout support que vous pouvez retrouver sur le site de la Fédération française des CRIAVS, la ffcriavs.org. Et puis le dernier volant, la dernière mission, c'est la recherche. Et actuellement, nous sommes en train de mener des travaux de recherche scientifique portant sur les mineurs auteurs de violences sexuelles, et ce pour les besoins de l'audition publique qui se tiendra à Paris les 19 et 20 juin 2025. Voilà. Entre autres, puisque dans le cadre de la recherche, nous avons constitué également un consortium international de prévention des violences sexuelles où nous travaillons avec des collègues belges, suisses et canadiens, québécois. Actuellement, nous sommes en train d'explorer la littérature et de faire une recherche sur la question « Existe-t-il des fantasmes sexuels chez les auteurs de violences sexuelles ?» Et puis, dès sa création, moi, j'ai souhaité créer une 7e mission qui a été mise en place dès son ouverture et qui consiste en la veille, l'assistance et l'analyse juridique. Voilà pour la présentation du CRIAVS. Donc, nous couvrons toute la région Champagne-Ardenne. Alors,
Pour introduire le propos de la violence sexiste, nous avons déjà abordé la question de la violence sexiste. Qu'est-ce que le sexisme? Donner une définition, merci, donner une définition relativement simple, une attitude de discrimination fondée sur le sexe et tout particulièrement à l'égard du sexe féminin. Dans un premier temps, et je vais le développer, il va y avoir une atteinte du féminin chez le garçon jugé trop efféminé. On pourrait considérer qu'il s'agit de l'émergence de l'homophobie, et pour in fine porter atteinte à la féminité et la déprécier, naissance de la gynophobie. Je vous campe le décor, notamment au sein du milieu scolaire, puisque c'est là où se rencontrent les enfants. À l'adolescence, les filles, mais aussi les garçons qui ne correspondent pas aux normes virilistes, subissent des violences sexistes. Le rejet du féminin constitue la base sur laquelle repose l'inégalité entre les sexes et est à l'origine de la gynophobie et de l'homophobie. Les stéréotypes de genre déqualifient le féminin et les cibles sont les filles. À l'adolescence, l'identité masculine va se construire en quelque sorte sur la péjoration ou la dévalorisation du féminin. Surtout ne pas être une fille, une femmelette, je le mets entre guillemets bien évidemment, mais être un mâle, je le mets également entre guillemets, face au groupe de garçons. Une petite anecdote, Edith Préto, un jeune auteur, compositeur, interprète et acteur, raconte au cours d'une interview qu'il jouait au mec, toujours entre guillemets, quand il était avec ses copains du quartier pour se protéger, se sachant homosexuel. La socialisation des garçons laisse avoir deux groupes bien distincts. Ceux qui arrivent à montrer leur force, à être les plus forts, les plus virils, et les autres qui risquent d'être déclassés dans la catégorie des sous-hommes, des homosexuels, ou, toujours entre guillemets, les femmelettes. Les démonstrations de force, les bagarres fréquentes, les insultes à caractère sexiste et homophobe constituent le quotidien de nombreux garçons au collège. À travers, entre guillemets, les jeux sexuels entre garçons, s'opère une distinction entre garçons tout d'abord, puis ensuite entre garçons et filles. Ces, toujours entre guillemets, jeux sexuels visent à humilier les filles et à attaquer les garçons jugés trop féminins par des comportements sexistes, voire sexuels. Ces violences entre groupes de garçons consistent à presser les parties génitales des garçons étiquetés efféminés, toujours entre guillemets. Pour les filles, le jeu, toujours entre guillemets, consiste à toucher les fesses d'une fille en groupe. Inutile de souligner l'absence de recueil du consentement, notamment référence faite à l'effet de surprise. Nous voyons déjà en filigrane la construction, je dirais, sociale, si nous nous recentrons sur le fléau, par exemple, qui est la prostitution et qui fait partie des violences sexuelles, donc la prostitution des mineurs et les proxénètes. Donc on a les proxénètes d'un côté, ceux qui usent de la force, et les prostituées de l'autre, celles qui subissent cette force. Ce type de comportement discriminatoire et violent vise le rejet des garçons différents, en construisant leur identité sur une base homophobe et l'assimilation des filles à des objets sexuels. En effet, ces actes légitiment dès l'école qu'il est normal pour un garçon de toucher une fille sans son autorisation, d'une part, mais aussi pour les filles, ces actes sexistes non dénoncés comme tels attestent qu'une fille doit s'exposer au regard des garçons, voire parfois que ce mode d'interaction violente est souhaitable car, selon certaines collégiennes, c'est un bonheur et un honneur réservé aux jolies filles. Se dessine alors ce que les auteurs américains nomment la culture du viol, c'est-à-dire une fille est disponible, mise à disposition. Quand elle dit non, ça veut dire oui, entre autres. Je pense que tout un chacun, malheureusement, connaît la chanson. Cette lente mais précoce construction entre les sexes qui sont ici remises en question, et comme pour toute discrimination, les hiérarchies implicites ou explicites qui sont légitimées par la société, par nos
société. C'est sur ce fond inégalitaire que se construit le sexisme, le rejet du féminin, et dans son expression ultime et détestable, ce que nous nommons les violences de genre. C'est en opprimant le semblable et en l'identifiant comme différent que naît l'oppression viriliste. C'est d'abord le plus faible du même sexe qui est visé, et c'est dans un second temps qu'est attaqué le sexe qualifié de faible, entre guillemets. Vous êtes allé un petit peu vite, mais c'est bien, on continue. Nous passons donc de la violence sexiste à la violence sexuelle. La violence sexuelle est un terme, alors je vais vous citer un propos de la Fondation Marie-Vincent qui a été créée en 1975 à Montréal et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, tant en France qu'au Québec. La Fondation donne cette définition. La violence sexuelle est un terme qui englobe toutes les formes de violence, physique ou psychologique, qui se manifestent de façon sexuelle. Agression sexuelle, exploitation sexuelle, cyberviolence sexuelle, leurre d'enfants, prostitution juvénile ou proxénétisme. L'attaque du féminin via sa déqualification constitue, selon moi, le terreau de la violence sexuelle. La femme devient objet, et qui plus est sexuelle, et est déniée dans son altérité. Elle n'a pas son mot à dire, en quelque sorte. C'est l'installation et la légitimation de la culture du viol au sein de nos sociétés. Quand l'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle fait défaut, et que la découverte de la sexualité, entre guillemets, parce que vous allez comprendre pourquoi, dans nos sociétés hypersexualisées passe par le canal de la pornographie, tout savoir en un seul clic, sans reprise ou supervision par un adulte, les adolescents qui présentent des troubles de l'attachement, des carences affectives et éducatives, qui le plus souvent ont évolué dans des milieux familiaux, soit négligents, soit violents, se plient au diktat de la pornographie, où le féminin n'a pas son mot à dire, sinon de consentir, et où le masculin est magnifié. Force est de constater, référence faite à notre expérience de terrain, mais également à nos rencontres avec tous les partenaires Kriyavska, que les enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles, de violences sexuelles, tant au sein de leur famille qu'à l'extérieur de celle-ci, présentent des facteurs de vulnérabilité qui les exposent à un risque plus élevé de se retrouver dans des situations de survictimisation, notamment une exposition au risque prostitutionnel, en lien avec les conséquences psychologiques de ce qu'ils ont eu à subir sur le plan sexuel, au travers de l'atteinte de leur intégrité physique, et sur le plan psychotraumatologique, l'atteinte de leur intégrité psychique. Ce d'autant plus s'il n'y a pas eu de révélation et de ce fait, pas de prise en charge spécifique portant sur les traumatismes vécus par ceux-ci. Vous comprenez bien, référence faite au sondage qui a été fait en amont, s'il n'y a pas de révélation, la prise en charge ne peut pas être envisageable, bien évidemment. Nous observons une sorte de hiatus sociétal quelque peu paradoxal. Notre société, elle avance sur la question des violences faites aux femmes pendant que nos adolescents, adolescentes s'enferment dans la prostitution et deviennent esclaves de ce qu'elles pensaient ou de ce qu'ils pensaient être une voie d'émancipation. Du moins, c'est comme ça qu'on peut voir les choses on passe effectivement de la violence sexiste à la violence sexuelle. Que peut-on faire? Donc, j'ai été plus rapide. De la violence sexiste à la violence sexuelle, mise en place effectivement de la prévention de ces violences sexistes et sexuelles, de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Nous devons nous pencher sur l'histoire des enfants et des adolescents afin de repérer l'existence de violences sexistes en milieu scolaire notamment, de violences sexuelles subies en intrafamilial ou en extrafamilial, de violences sexuelles révélées ou non. Pour qu'elles le soient, encore faut-il poser et savoir poser la question. Si elles ont été révélées, ont-elles été judiciarisées ou pas?
La question aussi de l'existence de la prise en charge ou non de la victime de violences sexuelles. La question de la souffrance psychique, voire du psychotraumatisme, mais également la prise en charge du supposé auteur de violences sexuelles. Il ne faut pas l'oublier, c'est un système. Et puis aussi essayer de repérer les facteurs de risque et les facteurs de protection, c'est-à-dire les facteurs individuels du sujet, ce qui fait son être, et les facteurs situationnels, la façon dont il vit son parcours de vie. L'indication d'un travail portant sur le développement psychosexuel du sujet en référence à son âge réel, d'un côté, et sur les violences sexistes et ou sexuelles subies, afin de les tenir à bonne distance de la vie affective, sexuelle et relationnelle. En quelque sorte, je suis en train de vous dire qu'il est important de travailler cette question-là pour éviter de sombrer dans 50 nuances de gris. La prévention doit porter sur le rapport au corps et à la sexualité des adolescents dans le contexte culturel actuel peu critique vis-à-vis de l'exploitation sexuelle, à vrai dire. Le risque accru pour les jeunes ayant connu précédemment dans leur parcours, des expériences défavorables au cours de leur enfance, telles que des violences sexistes, voire sexuelles, notamment intrafamiliales. Et puis surtout, l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Dans nos sociétés occidentales, le rapport au corps, au sexuel et à la sexualité a fondamentalement changé au travers de l'exposition, voire de la mise à nu du corps, notamment de la femme, dans toutes les émissions prisées par les jeunes. On n'est plus dans l'intimité, on est vraiment dans l'extimité. L'exposition également de sa vie privée mettant à mal chez le sujet qui est en pleine construction la frontière existante entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et puis le dévoilement de son intimité au travers de la publication de photographies, plus ou moins dénudées, comme mode de communication. Tous ces éléments plaident en faveur de la nécessité impérieuse de parler avec la jeunesse, avec notre jeunesse, des relations amoureuses, du respect de soi, du respect de l'autre, du consentement ou du non-consentement et de l'intimité, afin de renforcer notre humanité et battre en brèche la mécanique et la performance sexuelle, entre autres. Le défaut d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle va faire la part belle à la pornographie qui finit par faire office de tuto qui s'impose tel un diktat, reposant et sur le sexisme et sur la sexualité violente. Chez des garçons avec, dans le message subliminal suivant, « Vas-y, fonce, tout est possible ». Je l'ai entendu ça. La meilleure des préventions est de faire en sorte de s'unir dans un même élan pour œuvrer dans la même direction et former tous les professionnels travaillant dans le champ de la jeunesse, et ceux du magistrat aux professionnels de santé et de tous les acteurs des champs éducatifs et médico-sociaux. Prochainement, pour l'information, nous allons intervenir auprès des magistrats justement pour traiter de la question du repérage des violences sexuelles incestueuses. En conclusion, je vous dirais, ne perdons pas de vue que les enfants d'aujourd'hui, qu'il faut protéger, et des violences sexistes et des violences sexuelles, seront les adultes, voire les parents de demain. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Vigourou-Dard, pour cette introduction au sujet, donc qui nous donne vraiment une base de compréhension sur les mécanismes, la construction sociale et les mécanismes qui en découlent. Donc, je vais donner la parole. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Je vais donner maintenant la parole à Céline Gorniard du département de la Marne.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, Céline Gagnère, donc je suis chef du service social et de la prévention au sein du département de la Marne. Donc, peut-être une présentation un peu d'où je suis. Le service social départemental. Donc, c'est le service qui englobe et gère les 14 circonscriptions de solidarité départementale, donc qui œuvre dans le cadre de l'accompagnement social, la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et le RSA. On a également un service de prévention spécialisé qui inclut 23 éducateurs spécialisés qui interviennent dans Reims et dans 4 territoires ruraux qu'on a ciblés du fait de facteurs de vulnérabilité au niveau de la jeunesse. Nous avons également la gestion de la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est saisie par toute personne dans le cadre d'inquiétudes réelles ou non concernant les mineurs. Et nous avons déployé l'année dernière un bus France Service qui intervient dans 27 communes rurales éloignées de tout service public pour l'accompagnement à l'accès aux droits, mais également le repérage potentiel de femmes victimes de violences conjugales. Donc, les modalités d'action du service social et de prévention, et j'interviens là complètement en lien avec ce que Madame Vigour a pu évoquer. On intervient bien entendu dans les missions globales d'accompagnement social, de prévention, de protection de l'enfance via de l'accompagnement individuel, mais également des interventions collectives de prévention à destination de groupes d'enfants, voire des actions de formation à destination des professionnels et des groupes de jeunes sur les différentes thématiques de prévention telles que la maltraitance, le harcèlement, la laïcité, l'éducation à la vie affective dans les établissements scolaires et spécialisés, avec ou sans nos différents partenaires. Et nous avons notamment déployé depuis quelques années un théâtre forum où nous intervenons dans énormément d'établissements scolaires qui s'appelle Coup de grâce et qui traite des différents sujets de prévention et d'alerte concernant la jeunesse, tels que l'addiction, le suicide, le harcèlement notamment. On participe dans l'aspect prévention à des actions partenariales, notamment dans le cadre du CODEV. Alors le CODEV, l'acronyme, j'ai pris un pense-bête. Donc c'est la Commission départementale de prévention et de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales, donc qui est portée par la préfecture de la Marne et qui réunit un ensemble de partenaires. De partenaires, d'associations, de collectivités territoriales. Et dans ce cadre-là, nous copilotons donc avec la déléguée départementale une fiche action qui nous a semblé complètement pertinente eu égard notamment des sondages que vous avez pu présenter, mais également de l'intervention du CRIAVS qui concerne la prévention du phénomène prostitutionnel chez les mineurs et qui a amené en juin dernier à la création d'un réseau. Alors un réseau de référents de prévention de la prostitution des mineurs et des jeunes majeurs, donc qui s'appelle le RESOP 51. Qu'est-ce que c'est que ce réseau 51 donc qui vraiment se met en place maintenant? Alors, d'une part, pourquoi? Nous avons, dans une première année de réflexion, où on a réuni des partenaires institutionnels, donc la justice, la protection judiciaire de la jeunesse, le département, la préfecture, le CRIAVS notamment, fait déjà d'une part du constat de ce phénomène qu'on pressent, mais qu'on a beaucoup de mal à quantifier, qui concerne effectivement le développement de réseaux de prostitution de mineurs, avec la grande incapacité qu'on peut avoir de repérer, et difficulté de repérage veut dire effectivement difficulté d'accompagnement par la suite. Et on a également fait le constat d'un manque de formation.
d'un manque de formation sur qu'est-ce qu'implique ce phénomène, quels sont les signaux faibles, quels sont les signaux forts, et d'un grand désarroi de la part des professionnels, dont certains pourtant bien aguerris à l'accompagnement de mineurs victimes de violences, mais d'un énorme désarroi des professionnels dès lors effectivement, dès lors qu'on arrive trop tard, enfin trop tard en tout cas, par rapport à la prévention de l'entrée dans ces phénomènes de prostitution. Donc on a établi la nécessité effectivement de pouvoir déployer un réseau de référents et de professionnels qui ne sont pas forcément des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, mais qui sont effectivement des professionnels qui touchent et qui accompagnent la jeunesse au quotidien. Et nous avons dans un premier temps déployé 2 formations à destination de plus de 200 personnes au niveau du département. Donc formation avec l'intervention effectivement du CRIAVS et de Madame de Sylvie, et de cette formation est arrivée l'émergence effectivement de professionnels qui souhaitaient s'engager effectivement pour être un peu des porteurs d'alerte et des porteurs de formation, dans un premier temps à destination des professionnels, mais également dans le cadre de l'accompagnement des jeunes et de leurs familles qui pourraient rencontrer effectivement des difficultés de ce type. Donc actuellement, ce réseau partenarial c'est un réseau partenarial et pluridisciplinaire, et nous avons effectivement un ensemble de 25 références qui touchent, qui sillonnent notre territoire, puisqu'on a ciblé nos grands bassins de vie, et sont réunis autour de la table CIDFF, le CAP, qui est l'association d'SOS Hépatite Champagne-Ardenne et qui a en charge l'animation de ce réseau départemental, Addiction France, les MEX Théo, la CCP dans le cadre de son service de prévention spécialisé, la sauvegarde, la PJJ, une thérapeute, et puis bien évidemment les équipes du conseil départemental, tant des CSD par les assistantes de service social ou des éducateurs d'aide sociale à l'enfance, mais également les équipes de prévention spécialisées. Donc on est sur ce lancement vraiment depuis très peu de temps, juin 2024, avec effectivement un financement par la DDFE, qui est la direction déléguée départementale aux droits des femmes, et un financement bien entendu par la mise à disposition des professionnels par la structure d'origine. Donc concrètement, quelles sont les missions pressenties de ces référents? Et je dis bien pressenties puisque on est au tout début de cette initiative. Ils vont avoir effectivement pour mission d'informer et de conseiller les acteurs du territoire en matière de prévention de la prostitution des mineurs, d'accompagner ces professionnels dans la démarche de détection et d'orientation des potentiels mineurs victimes et de leurs familles, de participer à la conception et à la diffusion d'outils de sensibilisation sur leur territoire, effectivement, d'intervention, et puis, in fine, de pouvoir recevoir la parole des mineurs victimes et de leurs familles pour les orienter vers des structures adaptées. Quand je dis inadaptées, c'est que pour l'instant, on n'a pas forcément de structure adaptée. Donc, on est sur le démarrage de ce réseau qui démarre par une formation dédiée très resserrée de 4 jours sur les différentes thématiques qui ont pu être déjà abordées sur la formation initiale de janvier, et on espère effectivement pouvoir créer un maillage de prévention sur l'ensemble du territoire et pouvoir effectivement alerter l'ensemble des professionnels et leurs familles sur ces différentes thématiques. Donc si toutefois vous étiez intéressé, vous avez bien entendu la possibilité de nous contacter. Je vous ai laissé dans le PowerPoint l'adresse mail effectivement de l'animation de ce réseau-là, et puis l'adresse mail sur lesquelles le service social peut être joint en cas de besoin.
Merci Madame Gagnard pour cette présentation. C'est vrai que c'est une très belle initiative départementale. À savoir que nous ne pouvons pas être exhaustifs nous essayons en tout cas de valoriser au mieux différents projets, différents réseaux, mais il existe pléthore d'initiatives aussi dans le Grand Est et sûrement dans d'autres départements. Mais voilà, nous avons la volonté en tout cas de présenter ce RESOC 51. Donc merci pour votre intervention. Merci à vous. Je vais donner la parole à Madame Champenois du CIDFF Grand Est. Bonjour à toutes et toutes. Donc je suis Hélène Champenois, je travaille donc à la Fédération régionale des centres d'information aux droits des femmes et des familles. Donc je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter donc le réseau des centres d'information aux droits des femmes et des familles. Donc avant de commencer, c'est un réseau national sur l'accès aux droits des femmes qui se structure. On a des associations sur le territoire local qui vont accueillir le public et les informer. On a les fédérations régionales, là où moi je me situe, et on a également une instance nationale. Donc les CIDFF qui remplissent une mission d'intérêt général qui leur a été confiée par l'État, qui est d'informer les femmes et les familles sur leurs droits, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Pour cela, les CDFF vont intervenir dans différents domaines que vous avez à l'écran. Donc, le principal domaine d'intervention, c'est l'accès aux droits. Donc là, ça se traduit essentiellement par des entretiens juridiques que vont mener les juristes au sein des CIDFF et ils vont informer de manière gratuite les personnes qui décident de toquer et de venir chercher de l'information au CIDFF sur le droit de la famille, le droit civil, le droit des étrangers et bien d'autres. On a également le volet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui fait partie d'un des plus gros pôles d'activité, si je puis dire, des associations. Donc là, les CIDFF vont vraiment accompagner les femmes victimes de violences par des entretiens individuels, l'information juridique, et ça se traduit également par tout un volet de prévention, donc je le détaillerai par la suite, mais voilà, il y a des sensibilisations et des formations qui sont menées par les professionnels des CIDFF sur ce sujet. Ensuite, comme autre domaine d'intervention, on a l'emploi, la formation, la création d'entreprises. Donc là, ça se traduit essentiellement par l'activité des conseillères en insertion socio-professionnelle qu'on retrouve au sein des CIDFF, qui vont accompagner les femmes pour valoriser leurs compétences et les ramener vers l'emploi. On a également comme autre domaine d'intervention la vie familiale et la parentalité. L'éducation à la citoyenneté, donc l'éducation à la citoyenneté, on entend par là essentiellement les interventions qui vont être menées auprès des jeunes dans l'établissement scolaire, sur l'égalité femmes-hommes, la déconstruction des stéréotypes, etc. Et on a également le champ de la santé et la sexualité. Donc voilà, pour intervenir dans l'ensemble de ces domaines d'intervention, on a donc des équipes pluridisciplinaires au sein des CIDFF. Je les ai évoquées en explicitant les différents domaines d'intervention. On a donc des juristes, des psychologues, des conseillères en insertion socio-professionnelle, des intervenants sociaux, etc. Et on a 3 grands engagements qui sont l'accueil inconditionnel, la gratuité et la confidentialité. Pour vous donner maintenant quelques chiffres au niveau du Grand Est, on a 13 centres d'information aux droits des femmes et des familles sur le territoire régional. Donc on a un CIDFF par département. On va en avoir 3 en Meurthe-et-Moselle et 2 en Moselle. Ça représente plus de 190 salariés et on a sur l'ensemble du territoire régional 240 permanences de proximité où les professionnels des CDFF vont pouvoir délivrer de l'information juridique et intervenir au plus près des publics. Pour continuer aussi au niveau des chiffres, on a en 2023 22 000 personnes qui ont été informées individuellement par les professionnels des CIDFF, donc à travers notamment les différentes permanences présentes sur le territoire. Et on a également 55 000 personnes qui ont été informées collectivement. Donc là, ça se traduit par les interventions collectives que vont mener les CIDFF, donc j'entends les sensibilisations et les formations. Ensuite, vous présentez rapidement la Fédération régionale des centres d'information aux droits des femmes et des familles. Donc là, je ne vais pas trop éterniser mon propos, mais bien faire le distinguo entre les CDFF, les associations locales sur les territoires qui, eux, sont plus près des publics et accueillent le public, et la fédération régionale qui, elle, n'accueille pas le public. Elle se situe vraiment en appui technique aux associations sur le territoire. Donc la fédération régionale, elle remplit 5 grandes fonctions
Je vais juste évoquer la plus importante qui est la fonction de développement de projet. Donc, par exemple, en 2023, c'est 17 projets qui ont été coordonnés par la fédération régionale. Alors ensuite, je voulais évoquer le champ d'expertise des centres d'information aux droits des femmes et des familles. Donc, les CDFF, ils vont former tout type de public, donc notamment les jeunes et les professionnels, sur plusieurs sujets, donc notamment la promotion de l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, la déconstruction des stéréotypes de genre, la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le repérage et l'orientation des victimes de VSS, la citoyenneté, l'égalité professionnelle et le droit du travail, la précarité menstruelle et également la prostitution des mineurs seulement sur certains territoires, 4 territoires notamment. Alors ensuite, je vais vous faire un petit focus sur les chiffres, sur l'activité que peut avoir les CDFF concernant les violences sexistes et sexuelles. Donc, ça se traduit par l'accompagnement des femmes victimes de violences. Il faut savoir que plus d'un tiers des femmes qui viennent au CDFF viennent parce qu'elles subissent des violences et souhaitent se faire aider face à ce sujet-là. Donc, les CDFF vont répondre à leurs besoins par de la formation juridique, par du soutien psychologique. On a également certains CIDFF qui vont porter des accueils de jour et également des dispositifs spécifiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, par exemple, les BAR, qui sont les bracelets anti-rapprochement, et les TGD, qui sont les téléphones grave danger. Pour vous donner quelques chiffres, 33% des demandes d'information juridique dans les entretiens concernent les violences sexistes et sexuelles. On a près de 7000 personnes qui sont accompagnées aussi au CIDFF dans le cadre de violences. Donc là, c'est les chiffres sur l'année 2023, je viens de le préciser. Et il faut savoir que 15% des victimes de violences suivies par les CDFF avaient 25 ans ou moins. Donc, on voit là que le public jeune est très concerné par les situations de violence, malheureusement. Et ensuite, également, un autre chiffre que je voulais mettre en exergue, c'est que les CDFF réalisent donc un certain nombre de sensibilisations à destination des jeunes. Et ce sont 5000 jeunes qui ont été sensibilisés aux violences sexistes et sexuelles à l'échelle de la région en 2023 sur ces questions-là. Enfin, je voulais également mettre en exergue les interventions collectives du coup que mènent les CIDFF à destination des jeunes. On a donc des sensibilisations et des formations, donc sensibilisation à destination des jeunes, que ce soit en milieu scolaire ou hors milieu scolaire. Donc milieu scolaire, j'entends principalement collège, lycée, et hors milieu scolaire, on a par exemple des interventions qui vont être menées en mission locale auprès des jeunes en service civique. Donc ces sensibilisations se construisent on évoque la déconstruction des stéréotypes de genre, la prise de conscience des inégalités entre les femmes et les hommes, voilà, tous ces éléments-là. Et on a également la formation des professionnels qui vont accompagner les jeunes. Donc là, par exemple, les CDFF, dans le cadre d'un projet qui a été financé par la région Grand Est, ont pu former les professionnels qui accompagnent les jeunes au sein des missions locales, au sein de l'AFPA, au sein des écoles de la deuxième chance, etc. Ils ont également pu former les professionnels dans les accueils collectifs de mineurs, par exemple. Et voilà, au niveau du contenu, on est vraiment sur savoir être capable d'identifier les violences, des éléments de repérage, sur la posture professionnelle, des éléments qui rappellent le cadre juridique, etc. Et enfin, je voulais finir mon propos assez rapidement pour mettre en avant l'ensemble des partenariats que le réseau des CIDFF a sur le territoire. Donc, on a des partenaires institutionnels, associatifs et privés. Donc, au niveau régional, on est notamment financé par la Direction régionale aux droits des femmes qui va nous financer sur un certain nombre de projets. Également, la région Grand Est, qui est un de nos principaux partenaires. On a également le service déconcentré de l'État en région, donc la DRAGES, notamment pour les formations à destination des jeunes en service civique. La DRETS, par exemple, qui nous finance sur un projet d'accompagnement des femmes primo-arrivantes. On travaille également avec le Centre de ressources Intimagir Grand Est sur la question du handicap. Et au niveau départemental, sur les territoires, donc les CIDFF vont travailler avec notamment France Travail, les missions locales, Maison France Service, dans lesquelles ils disposent de permanence, notamment d'informations juridiques, également avec les centres sociaux et bien d'autres partenaires. Mais je trouvais ça important de mettre en avant le maillage territorial de notre réseau associatif sur l'accès aux droits des femmes. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Champenois, pour votre intervention. Je le rappelle, hein, vous recevrez le support à la fin du webinaire. Donc, j'ai compris qu'il y avait des petits soucis d'affichage pour certaines personnes, mais vous aurez toutes les informations et je vous remettrai également les liens des différents sites, notamment aussi du CIDFF, pour aller plus loin sur le sujet. Merci beaucoup pour cette intervention. On va passer à la deuxième partie. Donc là, nous avons vu des réseaux, des acteurs qui travaillent sur ce sujet. On va maintenant voir des outils pour agir au quotidien. Et donc, on va commencer par Julie-Marie Duverger de la région Grand Est qui va nous présenter les axes et les priorités de la région sur ce sujet. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Julie-Marie Duverger. Je travaille au sein de la région Grand Est à la lutte contre la discrimination et plus précisément sur les sujets en lien avec l'égalité femmes-hommes et aussi le handicap, mais c'est autour des sujets d'égalité femmes-hommes et plus précisément autour des violences sexuelles et sexistes que mon intervention va porter. Donc pour vous faire un petit panorama de la prise en charge de ce sujet au sein de la région Grand Est, il est important de revenir sur la prise en compte de l'égalité femmes-hommes au sein de la région Grand Est. Donc c'est un sujet qui est devenu beaucoup plus prégnant à partir de 2017, date phare dans le cadre de la région Grand Est, puisque c'est à ce moment-là que la région a signé une charte pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, donc qui est une charte européenne et qui, quand on la ratifie, impose de mettre en place un certain nombre de choses au sein de l'institution qui la signe. Et donc ça a été évidemment suivi des faits, puisque à l'issue de cette signature, un premier plan d'action a été mis en place, un élu a été nommé en charge du sujet et le sujet a donc pris de l'ampleur à ce moment-là. Aujourd'hui, je vais vous resituer un peu où on se situe. Donc en 2023, nous avons adopté un second plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes, qui agit sur trois champs. Un champ plutôt relatif aux effectifs propres à la région, autour de l'égalité professionnelle, et puis deux autres champs qui sont coordonnés au sein de ma direction, la direction à laquelle j'appartiens, qui sont donc l'égalité femmes-hommes au sens large et un chapitre dédié aussi à la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ce plan dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes a été souhaité depuis 2021 et suite à une prise de position de notre président à l'époque, de vraiment ancrer ce sujet comme une grande cause du mandat. Et c'est toujours le cas. Donc ce plan d'action, plus précisément, il tourne autour de 17 actions et de 4 axes prioritaires que je vous ai remis là dans la présentation. Donc il s'agit d'agir en direction des publics jeunes pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et juste avant, vous avez l'intervention d'Hélène et de la Fédération régionale des CIDFF. Et c'est justement aussi par ce biais-là que on peut agir sur ces champs-là. Pas que, puisque la région Grand Est aussi a une offre, on va dire, dédiée aux lycéens via les crédits d'animation à la vie lycéenne pour une action qui est le mois de l'autre et pour laquelle, si vous tapez mois de l'autre région Grand Est dans votre moteur de recherche, vous allez retrouver un certain nombre d'initiatives mis en avant par la région et qui peuvent être mobilisées par les établissements, donc les lycées, pour justement mener des actions avec les élèves. Mais ça peut aussi vous aider à trouver des partenaires sur différents champs et notamment sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et vous retrouverez les actions des CIDFF qui ont été présentées juste avant. Un deuxième axe qui consiste à accompagner les publics à la lutte contre les violences faites aux femmes en matière de formation, emploi, santé. Donc là, évidemment, ça va toucher, par exemple, des étudiants et des étudiantes, puisque là, je fais le lien avec un événement qu'on organise prochainement, qui sont les
les journées de sensibilisation à destination des étudiants du sanitaire et social. Et donc, pour ça, on va réunir ces étudiants. Ça représente à peu près 6000 personnes, disséminées sur tout le territoire du Grand Est. Et on va intervenir dans 4 lieux, à Metz, Nancy, Reims et Strasbourg. Et durant cette journée que l'on coordonne avec la Fédération régionale des centres d'information aux droits des femmes et des familles, mais également l'État via la Direction régionale aux droits des femmes, mais également aussi le réseau Intimagir et enfin l'ARS. Donc en fait, on s'est réunis pour créer ces journées afin que les étudiants, donc les futurs professionnels de santé et du social, puissent avoir dans leur cursus à un moment une sensibilisation précise sur ce qu'on entend dans le spectre des violences, qu'est-ce que ça représente, quel type de violence, de quelle violence on parle, et puis en illustrant aussi la manière dont on peut prendre en charge les victimes quand on est face à elles dans des consultations ou dans des soins qui peuvent leur être apportés. Ensuite, on a un troisième axe qui s'appelle structurer le réseau des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, où là, pareil, on s'appuie aussi sur nos partenaires et la fédération régionale, encore une fois, en fait partie. Et puis, on développe des actions de soutien en direction des femmes victimes de violences, notamment à travers différents appels à projets. Je pense notamment à un appel à projet pour aider les structures associatives qui accueillent des femmes victimes de violences pour qu'elles puissent davantage, accueillir dans de meilleures conditions avec du mobilier, renouveler du mobilier, etc. On les aide sur ce champ-là. On aide aussi pour la mise à disposition de téléphones. Alors, on n'est pas sur des téléphones grave danger, rien à voir. C'est plutôt des téléphones des femmes qui ont fui leur domicile et qui ont besoin d'un moyen de communication potentiel avec leur famille, avec d'autres personnes, ou tout simplement parce que dans leur démarche, elles ont besoin d'un téléphone. Le but étant qu'elles n'utilisent pas le téléphone avec lequel elles sont parties pour éviter de se faire repérer ou se faire, on va dire, harceler. Donc ça fait partie des actions qu'on a pu mener. On a également mis en place une distribution de kits d'urgence, dans lesquels on retrouve des produits de première nécessité qui ont été mis à disposition à des associations d'aide aux victimes, également les services hospitaliers, et également les maisons de protection des familles qui sont gérées par les gendarmeries et qui sont eux aussi et elles aussi des structures qui permettent de sensibiliser le grand public à la prévention plus généralement des violences intrafamiliales, mais on y retrouve bien évidemment les violences sexuelles et sexistes. Pour retrouver le plan d'action et les 17 actions dont on a rapidement évoqué les contours, vous pouvez consulter le lien. Alors là, vous pouvez pas cliquer, mais quand le support vous sera envoyé, vous n'hésitez pas à aller cliquer, à aller regarder ce plan d'action, comme les autres aussi, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est important que peut-être que vous ayez connaissance de ces actions pour pouvoir les mobiliser ou les faire connaître. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur un support en particulier qui fait partie justement du plan d'action et qui est un outil que, en tant que professionnel agissant auprès de jeunes, vous pouvez utiliser et diffuser, puisqu'il a été conçu par et pour des jeunes, si on peut dire. Mais il ne s'adresse pas uniquement à des jeunes, puisque lorsque vous pourrez l'avoir entre les mains, et peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui sont présents aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire l'ont déjà reçu, ce support, il s'adresse à tout le monde, quel que soit son genre, et d'ailleurs, il a été notamment réalisé de manière à ce que il n'y ait pas de féminisation, de masculinisation dans les propos reportés dans le petit disque qui est juste là, voilà, sous mes yeux, sous vos yeux, et notamment sur la présentation. Donc c'est un outil de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, dans lequel on retrouve 7 grands types de violences, donc les violences sexuelles, les violences administratives, les violences économiques, les violences verbales, les violences économiques, je les ai dit, les violences physiques, sexuelles et les cyberviolences. Bref, en tout cas, on retrouve quasiment toutes les formes de violences qui peuvent exister dans le cadre de ces violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui,
Cet outil, il est diffusé aussi bien dans nos événements que auprès de toute personne qui en fait la demande, à l'adresse qui est reportée, donc égalité@grandes.fr. Dans la mesure du possible, on répond à toutes les demandes avec peut-être des quantités limitées. Cet outil, comment dire, on a un certain nombre d'exemplaires, mais disons que ça nécessite une diffusion un peu différente et une sensibilisation autour peut-être un peu différente aussi du violentomètre que vous connaissez peut-être, qui est cette réglette horizontale où il y a une graduation colorée et où justement on parle de situations de violences sexistes et sexuelles. Là, l'objectif, c'est vraiment de mesurer comment dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou non d'ailleurs, ce qui est de l'ordre de la normalité et ce qui est de l'ordre de l'anormalité et du danger. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu et ce sont les membres du Conseil régional des jeunes qui s'est penché sur ce sujet. Et donc, depuis 1 an et demi, on diffuse ce support et vous pouvez le visualiser sans pour autant l'utiliser en tant que tel, puisqu'il c'est la version, on va dire, aplatie et en version PDF, mais vous avez aussi le lien dans la présentation pour avoir un aperçu un peu plus précis de ce que c'est. Et bien évidemment, je vous invite à nous contacter via notre adresse égalité@grandes.fr pour en recevoir un ou plusieurs exemplaires. Encore une fois, on arrive en fin d'année, on a un peu moins de stock, mais on essaiera dans la mesure du possible d'honorer vos demandes. Ensuite, je tenais à vous parler aussi d'un autre dispositif qu'on met en œuvre à la région Grand Est, qui est le plan Angela. Alors, ça concerne pas forcément directement vos structures à proprement parler, mais en tout cas, c'est un dispositif qui peut être mobilisé par toute personne qui est dans l'espace public et qui aurait besoin d'aide suite à une situation de harcèlement de rue. Donc le plan Angela, pour revenir un petit peu sur la genèse, ce n'est pas une initiative régionale, c'est une initiative de l'État qui s'appuie elle-même sur une initiative qui a été mise en place notamment au Royaume-Uni pour justement lutter contre ces situations de violence dans l'espace public, de sorte à ce que majoritairement les femmes, puisque ce sont elles qui sont majoritairement victimes de ce type de violence, puissent se rendre dans des lieux sécurisés où elles pourront recevoir un accueil et une redirection aux besoins, puisque le but des commerces ou des structures qui rejoignent Angela, ce n'est pas de faire à la place d'eux, c'est vraiment de rediriger vers le ou les professionnels en mesure de pouvoir accompagner les victimes. S'il s'agit d'un cas d'urgence, bien évidemment, ce sont les services de police qui sont sollicités. Donc, vous dire que ce dispositif, il a été mis en place dans plusieurs villes du Grand Est. Donc, à ce jour, les villes s'affichent face à vous. Donc, Mulhouse, Forbach, Colmar, Wittenheim, Montigny-les-Metz et Charleville-Mézières. D'autres villes sont en cours de passage à ce dispositif. Donc, elles vous sont aussi présentées. Les communes de Saint-Avold-Morange, Romilly-sur-Seine, qui devraient d'ici à la fin de l'année rejoindre le dispositif. Je m'aperçois que je me suis attardée sur le relatiomètre. Je vais juste revenir un tout petit peu sur ce support. Vous dire qu'au recto de ce support, vous retrouvez, et je vais essayer de le mettre à l'écran, mais vous ne verrez peut-être pas correctement, vous retrouvez les numéros d'urgence, les numéros à saisir en cas de situation critique, ou aussi vous allez retrouver, il y a un QR code qui apparaît là sur le recto, vous le voyez. Ce QR code, il renvoie vers un chat qui est le chat d'En Avant Toutes, qui est une association qui justement agit surtout en région parisienne, mais pas que, et a réalisé le violentomètre. En tout cas, ça relie vers ce chat. Donc pour tous les jeunes qui auraient des questions sur la sexualité, mais au sens large sur les relations qu'ils et elles peuvent rencontrer. Et puis également des informations qui renvoient vers le site du ministère, sur arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui permet justement d'avoir peut-être des outils complémentaires ou des informations complémentaires sur le sujet. Et puis on renvoie aussi vers la Fédération régionale des centres d'information droits des femmes et des familles, puisque les CIDFF sont des bonnes portes d'entrée pour justement bénéficier soit de formation, soit d'un accompagnement, ou en tout cas une veille et une aide juridique sur ce sujet.
Et j'en ai terminé pour ma présentation. En tout cas, voilà, je me tiens à disposition de vous s'il y a des questions dans le chat. Et je vous remercie. Merci beaucoup Julie-Marie Duverger pour cette intervention. Donc on a eu juste une petite remarque dans le chat disant que le plan de Gela était aussi accessible à Agno, sachant que voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer sur le territoire. D'ailleurs, s'il y a des services de collectivité, il faut pas hésiter à prendre contact avec Julie-Marie Duverger. J'imagine que voilà. Bon, et ben super. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vois le temps qui passe, donc on a dépassé un petit peu 11 heures. Je vous demanderai pour ceux qui peuvent de pouvoir rester avec nous parce qu'on va encore avoir la présentation d'un bel outil par Claire Ménard d'Adozen. Et en conclusion, ça sera un temps aussi à vos agendas puisqu'on va vous donner pas mal de dates. Donc encore une petite dizaine de minutes pour ceux qui peuvent rester avec nous. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Claire Ménard d'Adozen. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci au CRIJ pour cette invitation. J'avais pas prévu une très longue présentation de l'asso et vu le temps, je me dis que c'est pas plus mal. Mais quand même vous en dire quelques mots. Donc, je suis déléguée générale adjointe d'Adozen. Adozen, on est une association agréée par le ministère de l'Éducation nationale, et notre mission, c'est la promotion des thématiques de santé, de citoyenneté et de solidarité auprès des jeunes. On est une association d'envergure nationale avec un déploiement par département qui change un petit peu tous les ans en fonction des antennes qu'on active ou pas. Mais voilà, on est nationaux. On a 4 grands domaines d'activité. Le premier, c'est de faire de l'intervention auprès des jeunes. Quand on dit jeunes, c'est de la maternelle à l'université, vraiment 3-25 ans. Donc, on intervient en direct dans les écoles, essentiellement un petit peu en périscolaire, avec environ 50 000 bénéficiaires directs par ce biais-là chaque année, plus ou moins, ça dépend. Le deuxième axe, c'est celui sur lequel je vais m'attarder un petit peu, mais c'est qu'on conçoit des outils pédagogiques, du matériel pédagogique qu'on va déployer nous, mais qu'on met aussi autant que possible à la disposition d'autres acteurs, que ce soit des enseignants, d'autres assos, des animateurs, enfin voilà, de façon à ce qu'ils et elles puissent les déployer. Donc, c'est des outils qui sont toujours conçus avec un support ludique, attractif, etc. pour les jeunes et un guide d'animation pour la personne, l'encadrant, qui va mener des activités autour de ce support. Et ils sont quasiment tous gratuits. Voilà. Et disponibles sur notre site internet. Nos 2 autres axes, c'est de la formation de professionnels. Donc, on forme beaucoup d'étudiants en médecine dans le cadre des services sanitaires. On forme des enseignants, on forme des assos, enfin toujours un petit peu les mêmes publics. Et enfin, en dernier lieu, on a un axe autour de tout ce qui est coopération et partenariat. Je m'y attarde pas, le temps étant restreint. Je voulais aujourd'hui peut-être vous mettre la lumière sur un outil qui est un petit peu un de nos outils phares, qui est un outil dédié à la promotion, à la prévention de tout ce qui est autour des stéréotypes de genre. Donc, c'est un outil de sensibilisation. C'est une web-série qu'on a coproduite avec Arte Éducation donc depuis 2017. Donc, ce sont des épisodes, des scènes de la vie quotidienne. Hein, c'est des choses assez banales, finalement, qui sont mises en scène, mais qui servent un petit peu de prétexte et de support pour déconstruire les stéréotypes qu'on peut y observer, faire travailler les jeunes sur leur esprit critique pour les identifier et puis peut-être pour les déconstruire si jamais c'est pertinent, pour faire travailler les jeunes aussi sur leur propre représentation, et qu'ils puissent aussi s'identifier aux différents aspects du sujet et traiter les dimensions qui les intéressent. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est toujours un peu les mêmes personnages dans la web-série que l'on retrouve et ils vont être à la fois peut-être victimes et porteurs de stéréotypes. Donc, c'est intéressant aussi de se dire on peut en être à la fois victime, à la fois porteur et donc approfondir un petit peu la pensée là-dessus. Concrètement, c'est des petits épisodes, comme je l'ai dit, qui sont avant tout un support de réflexion. Les épisodes en soi, ils sont pas porteurs d'un message, c'est vraiment accompagné de l'animation que ça prend tout son sens. Voilà, le reste, je l'ai déjà dit. J'ai parlé plus vite que ma slide. Et donc, très concrètement, comment ça se décline? On a 4 saisons. En tout, il y a 26 épisodes. C'est des épisodes qui font moins de 5 minutes. C'est vraiment très, très court. Et qui balayent tout un tas de thèmes. On a des choses sur les relations amicales, familiales, amoureuses, la vie affective et sexuelle. Ça peut se passer à l'école, ça peut se passer dans le monde professionnel ou dans l'espace public. On a des personnages ados, des personnages
adultes. Enfin voilà, on essaye vraiment de brosser un petit peu large. Et en fait, ça permet aussi aux animateurs de choisir l'épisode en fonction du thème ou du public qu'ils ont ce jour-là. Donc, on en a sur les entretiens d'embauche, on en a sur l'orientation scolaire, sur les premières règles. Voilà, on peut vraiment choisir comme ça. On a un épisode dédié aux violences faites aux femmes et je voulais vous le montrer. Là, on n'a pas le temps, mais je vous partagerai le lien. Enfin, Gladys vous le partagera. Mais vous dire un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est un épisode dans lequel on observe deux avocats parler d'une situation de violence faite aux femmes. Les deux avocats sont un homme et une femme. Les relations entre les deux sont extrêmement tendues, ce qui fait qu'il y a une espèce de mise en abîme. On voit une relation faite, si ce n'est de violence, en tout cas de propos problématiques, qui parle d'une autre situation de violence. Et en fait, cet épisode, il sert de prétexte, et ça fait le lien avec ce qui a été présenté juste avant, où on invite à la suite de ça les élèves à définir un petit peu les situations qu'ils ont observées et à les placer sur un gradient de couleur comme le violentomètre, de la moins grave à la plus grave. Et en fait, on les fait questionner un petit peu là-dessus. On les questionne là-dessus pour qu'ils identifient pourquoi ils pensent que certaines situations sont plus ou moins graves, pourquoi les violences psychologiques sont parfois perçues, enfin verbales par exemple, perçues comme moins graves, etc. Donc, c'est vraiment un support, un prétexte à l'exercice de l'esprit critique et de la pensée autour de ces sujets liés aux stéréotypes. Je vous ai mis le lien dans le slide, vous avez tout, les vidéos, les guides, et il est gratuit, n'hésitez surtout pas, il se déploie très fort depuis 2017. Et voilà, je ne pouvais pas faire plus court, j'espère que ça va. Merci beaucoup, c'est vraiment parfait. Du coup, si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous pourrez aller de toute façon sur le site internet de la Dozen et je vous ai mis donc le lien des vidéos et des guides qui sont disponibles gratuitement. Vous le recevrez de toute façon dans un mail qui vous sera transmis dans l'après-midi également avec le lien de replay. Je vous ai indiqué donc d'autres outils et dispositifs. Donc, il y a une plateforme d'écoute qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous avez aussi, pour tout ce qui est information, donc des sites internet arrêtonslesviolences.gouv.fr et violence-sexuelle.info. Vous aurez également les liens. On va conclure ce webinaire. Je vous demanderai de sortir vos agendas parce qu'on va vous donner pas mal de dates. Donc, je vais inviter Isabelle Lovato pour la conclusion. Il semble qu'on ait un petit souci. Donc, je vais commencer peut-être cette conclusion, puis elle nous rejoindra pour clôturer ce webinaire. Donc, les prochaines dates en lien avec la thématique du jour. Donc, on a des journées mondiales, donc notamment le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est qu'il y a une initiative qui a été créée, donc c'est le village de l'égalité. C'était déjà une initiative qui a été lancée l'année dernière. Donc c'est organisé par la Maison de protection des familles de la Marne et un collectif d'acteurs du territoire. Donc ce sera le jeudi 21 novembre à Sainte-Menou de 9h à 16h. Vous recevrez, je pense, plus d'informations, auquel cas n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez davantage d'informations et je transmettrai. D'autres petites dates donc concernant les rendez-vous pro jeunesse pour ce second semestre, il nous reste 2 rendez-vous. Donc un webinaire autour de la citoyenneté, les jeunes engagés au service des territoires, donc qui se tiendra le 19 novembre de 10h à 11h. Et donc notre rendez-vous en présentiel, comme vous le savez, nous organisons chaque année un rendez-vous annuel en présentiel. Cette année, c'est une thématique d'actualité, le numérique et particulièrement l'intelligence artificielle. Donc, il nous semblait important de traiter de ce sujet. Donc, ce sera le cas le vendredi 18 octobre de 10h à 16h à l'hôtel de région de Châlons-en-Champagne. Je rappelle, c'est un événement gratuit. Dans le cadre de cet événement, le déjeuner est pris en charge le midi. Donc, il aura pour titre connecter et inspirer les aspirations numériques des jeunes et l'impact de l'intelligence artificielle. Donc, il y aura une conférence le matin par Jocelyn Lachance, qui est un très bon conférencier sur le domaine du numérique et des jeunes. Et nous aurons aussi un conférencier l'après-midi sur une trentaine de minutes autour de l'intelligence artificielle. Et nous aurons également des ateliers de débat et d'échange à la suite.
Donc un beau rendez-vous en perspective. Normalement, vous avez déjà reçu le Save the Date. L'invitation avec le programme détaillé devrait être transmise d'ici la fin de semaine. Donc je vous invite à vous inscrire pour ceux qui sont intéressés, puisque les places sont limitées. Dernière actualité, donc le forum Time to Move, forum qui se tiendra le 16 octobre. Donc là, c'est un tout autre sujet, hein, c'est vraiment autour de la mobilité. Donc ce sera au Stade de l'Aune de Reims, c'est ouvert à tous, c'est de 13h à 18h. Le programme, donc il y aura des animations ludiques, des rencontres internationales, de nombreux ateliers sur différents sujets qui touchent à la mobilité et aussi des rencontres. Donc c'est sans inscription. Donc n'hésitez pas, la communication de toute façon est en train de se lancer ou sera lancée dans les prochains jours. Je vous remercie donc à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin. Un grand merci aussi aux intervenants et la qualité des interventions. Merci à tous aussi pour votre participation à ce webinaire et donc je vous donne rendez-vous le 18 octobre en présentiel ou en novembre pour le prochain webinaire. Bonne journée à tous, merci.